allons nous focaliser sur la décomposition en série de Fourier en utilisant un formalisme complexe. Pour illustrer la décomposition en série de Fourier, nous allons utiliser Jupyter Notebook. Donc je lance tout d'abord Jupyter. Et je vais du coup passer par le navigateur. Une fois que Jupyter est lancé et que vous vous retrouvez ici, on va lancer un notebook. On va créer un nouveau notebook. Illustration de la décomposition en série de Fourier. Je vais introduire très brièvement le principe de la décomposition en série de Fourier. Cette décomposition a été proposée par un scientifique physicien français du siècle des Lumières qui s'appelait Joseph Fourier. Alors pour votre culture personnelle ici, vous avez une représentation, un portrait d'époque de Joseph Fourier. Et Joseph Fourier, il a proposé quoi? Il a proposé de décomposer n'importe quel signal périodique, de période T0, sous la forme d'une somme de sinusoïdes, plus potentiellement une composante continue. Dans cette vidéo, on ne va pas forcément s'intéresser à cette décomposition-là, puisqu'à titre personnel, j'aime pas trop travailler avec des cosinus et des sinus. On va plutôt utiliser une généralisation de cette décomposition au corps des complexes. Et cette généralisation, on peut l'écrire sous la forme suivante. Donc je vais avoir une exponentielle complexe avec un argument de JPNF0T. Donc voilà, on va essayer de décomposer un signal périodique de période T0 sous la forme suivante. Nous allons décomposer un signal T0 périodique sous la forme suivante, qui est celle-ci. Dans cette décomposition, l'élément le plus important, ce sont les coefficients de la décomposition en série de Fourier. Ce sont ces coefficients Cn que vous avez ici. En fonction des coefficients Cn que nous allons fixer, on va voir que le signal S de t il va avoir une forme bien différente. Donc, dans un premier temps, je vous propose d'implémenter une fonction qu'on va appeler synthesize et qui permettra, à partir des coefficients Cn de la valeur de f0 et de la valeur de t, de reconstituer le signal S de t. Avant de coder cette fonction synthesize, je vais avoir besoin d'importer certaines librairies, des librairies Python, NumPy d'une part, et également matplotlib pour l'affichage de la fonction. matplotlib.pyplot.asplt. Nous allons maintenant implémenter une fonction Python pour créer cette somme-là. Cette fonction Python, je vais l'appeler synthesize. Cette fonction va prendre en entrée un tableau contenant les coefficients Cn, un tableau contenant les différentes valeurs de n sur lesquelles je vais boucler, la valeur de f0 et mon vecteur temps. Pour implémenter cette somme, je vais tout d'abord commencer à initialiser la valeur de S, np0 de length de t. Alors, il faudrait que je précise que le type de S, potentiellement, ça peut être un complexe, np complexe. Et ensuite, je vais effectuer une boucle. Donc, je vais prendre un indice qui va varier de 0 jusqu'à la taille de mon vecteur n-ré. Donc là, ce sera la taille -1. Et du coup, je vais récupérer mon coefficient Cn, Cn-ré, ici. Je vais récupérer ma valeur de n, n-ré, qui est ici. Et je vais venir ajouter une nouvelle composante à S, et cette composante, elle est donnée par Cn fois npx pour mon exponentielle 2j fois n
fois np pi fois f0 fois t. Lorsque c'est implémenté, je vais pouvoir renvoyer ici mon tableau S en sortie de fonction. Nous allons maintenant vérifier que cette fonction a bien été codée, donc je vais faire juste un petit exemple. Dans ce petit exemple, je vais fixer f0 à 1 Hz. Je vais créer un vecteur temps qui va contenir 2 périodes. Donc je vais partir de 0 secondes jusqu'à 2 secondes avec un pas de 0,01. Donc ça va correspondre à une fréquence d'échantillonnage d'1 kHz. Au niveau des coefficients, je vais mettre que des 1 pour voir. Et au niveau de n, je vais incrémenter. Je vais partir de -2 et je vais aller jusqu'à 2 inclus. Maintenant, je vais appeler ma fonction avec cnArray, nArray, f0 et t. Cette fonction me renvoie un signal que je vais appeler S et je vais demander à Jupiter de m'afficher la sortie de S. Quand on regarde ce qui est affiché par Jupiter, on voit que le signal qui est renvoyé, c'est bien un signal complexe. Ce signal complexe, ça, il est assez particulier. Compte tenu des coefficients que j'ai rentrés, on peut montrer qu'il possède une partie imaginaire, que vous voyez ici, qui est quasiment nulle. Théoriquement, on peut montrer que cette partie imaginaire, elle est nulle. Historiquement, lorsque Joseph Fourier a proposé cette décomposition, il est allé plus loin dans son étude, puisqu'il a également proposé une technique pour déterminer les coefficients Cn mathématiquement à partir de la connaissance du signal S de t. À titre d'illustration, nous allons nous focaliser sur la décomposition du signal périodique suivant. Ce signal périodique, il est défini sur une période par le modèle de signal particulier qui est spécifié ici. Donc sur une période, entre 0 et t0 sur 2, le signal sera égal à A, et entre t0 sur 2 et t0, le signal est égal à 0. Ce signal, il est périodique de période t0, donc on va retrouver le même motif qui va se répéter à l'infini. Pour déterminer la décomposition en série de Fourier du signal S de t, nous allons calculer d'une part le coefficient C0 et d'autre part le coefficient Cn. Donc le coefficient C0, il est donné par la moyenne du signal. Donc son expression est spécifiée ici. Donc ça va être égal à 1 sur T0, intégrale sur une période. Donc c'est à vous de choisir l'intervalle qui vous arrange le mieux. Et vous allez intégrer votre signal, donc S de t, par rapport au temps. Et si on détaille les calculs, donc ce calcul d'intégrale est relativement simple, puisque le signal S de t, sur une période, on va pouvoir découper votre intégrale. Donc le signal S de t, il est non nul uniquement entre 0 et t0 sur 2, c'est ce que vous avez ici. Et sur cet intervalle-là, le signal est égal à A. Donc le terme A, il est relativement simple à intégrer, et vous trouvez au final A sur 2. A sur 2, ça va correspondre à la valeur moyenne de votre signal carré. Concernant les coefficients Cn pour n différents de 0, c'est un tout petit peu plus compliqué. Donc je reprends la définition des coefficients Cn. Donc pour calculer Cn, il va falloir que du coup je prenne ce coefficient 1 sur t0 multiplié par l'intégrale sur une période de S de t multiplié par exponentielle moins 2jπn f0t. Donc lorsque je vais calculer cette intégrale-là, je vais d'abord séparer mes bandes d'intégration pour intégrer le signal entre 0 et t0 sur 2, puis t0 sur 2 et t0. Pour ce deuxième intervalle, le signal est nul, donc mon intégrale se simplifie sous la forme suivante. Je vais intégrer mon signal entre 0 et t0 sur 2, multiplié par l'exponentielle moins 2jπn f0t dt, et la valeur de mon signal A, je l'ai sorti de mon intégrale. Une fois que j'ai fait ça, je vais devoir du coup intégrer une exponentielle complexe. La primitive est relativement simple à déterminer. Donc pour obtenir la primitive, il suffit de regarder l'argument que vous avez ici. Vous allez le retrouver en dessous.
Et donc au final, je me retrouve à devoir évaluer cette expression-là. Donc il faut que j'évalue mon exponentielle entre 0 et t0 sur 2. Et j'obtiens au final l'expression suivante. Donc ça me donne les coefficients Cn pour n différentes zéros. Alors si on regarde ces coefficients-là, on peut voir qu'on va avoir deux comportements différents. Tout d'abord, lorsque n est pair, donc par exemple on prend la valeur la plus simple, si vous prenez n égale 2, typiquement, le terme ici sera égal à exponentielle moins 2jπ. Ce terme-là, il est égal à 1. 1 moins 1, ça fait 0. Donc pour n pair, on peut démontrer qu'on aura toujours Cn est égal à 0. Si maintenant n est impair, ça sera un tout petit peu plus compliqué. Alors heureusement qu'on obtient une valeur non nulle, sinon ça n'aurait aucun intérêt. Donc là, j'évalue par exemple pour n égale 1. Pour n égale 1, on a exponentielle moins jπ. Exponentielle de moins jπ, c'est égal à moins 1. On va avoir ici 1 moins 1. Donc ça sera égal à 2. Le 2 qui va avoir ici, qui va se simplifier avec le 2 qui est en dessous. Alors, vous pouvez constater ici que j'ai un signe moins. Ce signe moins, je l'obtiens comment? Je l'obtiens simplement en multipliant le numérateur et le dénominateur par j, pour simplifier l'expression. Et j carré, c'est égal à moins 1. Donc on va obtenir au final cette expression lorsque n sera impair. Nous allons maintenant essayer de reconstruire un signal carré à partir des coefficients que nous avons déterminés mathématiquement. Donc, j'enlève tout ça, je réexécute mon code, et du coup, je vais m'intéresser à la synthèse d'un signal carré. Pour implémenter ces coefficients, je vais créer une fonction def que je vais appeler computeCoef. Cette fonction va prendre en entrée la valeur de a, donc j'en ai besoin, la valeur de n, les différentes valeurs de n, que je vais appeler nArray. Et du coup, je vais implémenter tout ça. Donc, initialement, je vais créer un vecteur Cn qui va contenir autant d'éléments que mon vecteur nArray. Ces coefficients peuvent être complexes, donc je le spécifie ici. Et ensuite, je vais implémenter le même type de boucle que tout à l'heure. For indice in range the length array. Les coefficients, je vais les calculer de la manière suivante. Alors au départ, on va déjà déterminer la valeur de n. On va vérifier si n est égal à 0. Dans ces cas-là, le CNArray indice, il sera égal à A sur 2. Et sinon, on a également deux cas de figure. Alors j'aurais pu implémenter ces deux cas de figure de la façon suivante. Si n modulo 2 est égal à 0, dans ces cas-là, ça veut dire que n est pair. Mon coefficient doit donc être égal à 0. Sinon, c'est que j'ai une valeur impaire. Dans ces cas-là, mon coefficient doit être égal à moins HI fois A divisé par NP fois ma valeur de n. Alors, je pourrais le faire comme ça. Je préfère le faire d'une autre manière. C'est une manière un peu plus astucieuse. Je vais prendre cette expression-là et je vais tout simplement multiplier par n modulo 2. Donc le n modulo 2, si n est pair, ça va vous renvoyer une valeur égale à 0. Du coup, votre coef sera nul. Si n est impair, ça va multiplier par 1. Donc je simplifie la fonction sous la forme suivante. Et du coup, j'ai juste à renvoyer mon vecteur CNArray. Lorsque la fonction computeCoef est implémentée, on va vérifier que la reconstruction marche bien. Donc ce que je vais faire, donc f0 et t, je les avais définis ici. Je vais créer un vecteur nArray
je vais le créer automatiquement avec NumPy. Je vais aller d'une valeur L que je vais fixer égale à 20. Je vais aller de moins L jusqu'à L inclus. C'est pour ça que je dois fixer L plus 1. J'ai mon tableau nArray. Je peux calculer maintenant mes coefficients. Donc pour A, je vais prendre une valeur relativement simple. Je vais prendre 1, tout simplement. Je sauvegarde la sortie de ma fonction dans un tableau que j'appelle cnArray. Et une fois que j'ai ça, je peux lancer la synthèse de ma fonction. Ici, synthesize, cnArray, nArray. Donc là, j'ai toutes les valeurs et ça me donne S au final. Alors on pourrait regarder le contenu de la valeur S, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant et rigolo. Ce qu'on va plutôt faire, c'est qu'on va afficher avec matplotlib la valeur de S en fonction de T. J'exécute tout. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout d'abord qu'on a un message, un warning. Ce warning, il est normal. Qu'est-ce qu'il vous indique? Il vous indique que la sortie de S, c'est un complexe. Et du coup, NumPy, il est un peu embêté. Il vous dit, j'ai volontairement enlevé la partie imaginaire. Donc ça, effectivement, ce message d'erreur vient du fait que dans le cas général, le signal S, il est complexe. Dans notre cas particulier, notre signal, si on regarde sa partie imaginaire, on peut montrer qu'elle est nulle. Dans ces cas-là, pour éviter d'avoir ce message d'erreur, je vais forcer l'affichage de la partie réelle de S. Et dès lors que je vais faire ça, le message d'erreur, enfin le message de warning plutôt, va disparaître. Alors, en plus sur l'affichage, pour faire les choses proprement, je vais afficher les axes, plt plot, xlabel, excusez-moi, et mes coordonnées en x, ça correspond à un temps qui s'exprime en secondes. Par rapport à ce qu'on cherche à synthétiser, on voit qu'ici, on a quelque chose de très proche, puisqu'on a bien un signal carré, avec une moyenne qui est égale à A sur 2, c'est-à-dire 0,5, et on a bien une périodicité de 1 seconde. Alors par rapport au signal carré d'origine, on voit qu'ici, on a des oscillations. Ces oscillations sont liées au fait que, pour ma valeur de L, cette valeur de L correspond à une troncature de la somme qu'on a ici. Au lieu de faire varier n de moins l'infini à l'infini, je fais varier n de moins L à L. Pour éviter d'avoir ce type d'oscillation, on peut augmenter la valeur de L de la manière suivante, et on voit qu'on se rapproche un peu plus d'un signal carré. Alors même si on se rapproche un peu plus, on voit que sur les points de discontinuité, on a ici quand même des oscillations de plus en plus rapides. Ces oscillations portent le nom de phénomène de Gibbs. Si je reviens sur la décomposition de mon signal, on voit qu'ici, l'information qui permet de reconstituer le signal est portée par les coefficients Cn et par la valeur de f0. Dès lors, il est possible d'obtenir une deuxième représentation du signal qui ne sera pas une représentation temporelle, mais une représentation spectrale. Je vais donc maintenant me focaliser sur la représentation spectrale du signal. Alors, cette représentation spectrale, en fait, elle consiste simplement à afficher la valeur des coefficients Cn en fonction de n dans un premier temps, et puis on verra après, on l'affichera en fonction de la fréquence. Alors, cette représentation spectrale, comme Cn est complexe, souvent elle se divise en deux sous-représentations. On va avoir une représentation de l'amplitude, on parlera du spectre d'amplitude, et on aura également une représentation de l'argument, et nous parlerons dans ces cas-là de spectre de phase. Je vais me focaliser sur le spectre d'amplitude et sur le spectre de phase. Pour afficher le spectre d'amplitude, donc ce spectre d'amplitude, ça va correspondre au module des coefficients Cn. Donc je vais faire un plt. Alors, je ne vais pas utiliser la fonction plot, puisque l'affichage des coefficients, ça va nous donner un spectre qu'on appelle un spectre en ray. Et pour obtenir un spectre en ray sur matplotlib, on utilise la fonction stem. Et là, du coup, je vais récupérer le module.
Donc après, ça dépend de votre version de Matplotlib. Il y a un message de warning qui peut apparaître. En fait, c'est juste pour aller plus vite. On peut utiliser un argument supplémentaire lorsque vous utilisez la fonction stem. C'est useConnection égale true. Une fois que vous avez ça, il n'y a pas de souci. Donc là, on obtient notre spectre en ray. Alors, je pourrais zoomer un petit peu plus. PLT xlim. Je vais aller par exemple de moins 50 à 50. Regardez un peu plus ce qu'on a ici. Alors, je peux même zoomer encore un peu plus. Entre moins 20 et 20. Alors, au niveau de l'axe que vous avez ici, cet axe-là correspond à la valeur de n. En pratique, au lieu d'afficher le spectre d'amplitude en fonction de n, on préfère afficher ce spectre d'amplitude en fonction de la fréquence qui est donnée par nf0. Pour faire ça, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier n-array par la fréquence f0. Et au niveau de mon x-label, je vais mettre f, donc une fréquence qui s'exprime en Hertz. Lorsque vous exécutez votre bloc de code, vous avez donc maintenant la fréquence sur cet axe-là. Ce qu'on peut observer ici pour le spectre d'amplitude, c'est que notre signal, on observe ici qu'il a une valeur moyenne égale à 0,5. Donc sa valeur moyenne ici, c'est 0,5. On observe également que le spectre possède une décroissance en 1 sur n. Et on observe également que le signal possède uniquement ce qu'on appelle les harmoniques de rang impair. Les harmoniques de rang pair étant nulles. Nous allons maintenant afficher le spectre de phase. Pour l'obtenir, je vais prendre exactement les mêmes lignes de code, sauf que je vais changer ici. Au lieu de prendre ABS pour la valeur absolue, je vais prendre angle. Et je représente la phase qui est ici. Alors quand on représente la phase, il y a certaines informations qui ne sont pas pertinentes. Là, on voit qu'il n'y a pas de problème. Par contre, pour les fréquences qui sont négatives, vous voyez qu'ici, vous avez une valeur de phase qui est tout le temps non nulle. Alors, lorsque vous avez une amplitude qui est égale à 0, votre phase, on peut montrer mathématiquement qu'elle peut prendre n'importe quelle valeur. Pour faciliter l'interprétation de cette représentation, moi j'ai l'habitude plutôt de venir forcer la phase à 0 lorsque le module est nul. Et pour faire ça, je vais le faire de la manière suivante. Je fais une multiplication du module de CN-array et je vais vérifier que ce module il est bien supérieur à une valeur limite. Si cette condition est vérifiée, j'aurai ici un 1. Si cette condition n'est pas vérifiée, j'aurai un 0 et ça va forcer l'angle du coup à 0. Voilà, j'ai une représentation qui est nettement plus claire. Ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas, vous allez sur YouTube et vous likez. À bientôt.